Nous sommes le 21 mars 2024, c'est le printemps, réseau, c'est les meilleures histoires de l'actu des internets du monde. Je suis avec l'envoyé spécial de l'Extrême qui était à Lille il y a quelques heures, elle revient maintenant, c'est Laurence Méride. Ville extrêmement dangereuse, envoyé spécial de l'Extrême du coup. Sur le terrain. Non, j'étais au festival Lille Sérimania et c'était super, vous avez entendu un reportage déjà hier et il y en aura un autre encore demain sur comment on adapte en fait des livres en série sur Netflix et tout. Parce et c'est assez passionnant. Parce qu'en fait, la plupart des séries, en fait, les gens ne les inventent pas. Ils vont chercher des idées qui existent. Exactement. Et ils les adaptent. Mais attendez les gars quand même. D'accord, parce attendons. que c'est la journée du parfum. D'accord. Mondiale du parfum aujourd'hui. Oui. C'est ce que Fauzi nous a dit tout à l'heure dans le flash. Tazio, Yiran, est-ce que vous mettez du parfum tous les Moi, jours? je suis sur une fragrance. Oui. On est sur une Toi, fragrance. je sais. On est sur une fragrance. J'en mets depuis Noël précisément parce que c'est la première fois qu'on m'a offert du parfum. Du coup j'en mets depuis. Ok. Voilà. D'accord. Ok, bon, Bah, ça fait plaisir. Noël prochain, nouveau parfum, ça c'est intéressant. Voilà. Écoutez, ça c'était la voix de l'interneteur chimiquement pur et nouvellement parfumé, Tazio. Mais salut, j'espère que vous allez bien. Sachez que tu parlais de Netflix là. Ouais. Il y a un truc que je viens d'apprendre, c'est que Claude Dartois, qui était du coup Fait les l'ex-candidat de Koh-Lanta. D'accord. Ah oui, non, d'accord. non, tu confonds, pardon. Richard Darbois. Richard Darbois. Paix à son âme. Claude Dartois, du coup, qui était. Je crois qu'il est mort, Richard Darbois. Oui. Mais parce que c'est. Bref, pardon. Il avait animé un jeu de stratégie avec Netflix, voilà. Et je trouve que je sais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi ça. Mais... Je sais pas vraiment de qui tu parles. Mais c'est un ancien candidat. Ceux qui connaissent Claude, Claude ils sont contents de le apprécieront. Il savoir. va présenter un jeu sur Netflix, une adaptation, on en parlera peut-être demain ou pas. En tout cas, on verra. C'est parti, on a un invité extrêmement spécial. On y va pour réseau, mais on n'oublie pas de boire de l'eau pendant le jingle. Réseau. Vous pouvez pas imaginer les histoires qu'on a pu entendre ici de ces survivants du génocide qui a eu lieu en Birmanie. Donc ce sont des Rohingyas et ils ont vécu l'enfer. C'est sûrement les gens au monde qui ont le moins de voix aujourd'hui dans le monde. Et du coup, pourquoi pas donner toutes nos voix pendant 48 heures, et si on donnait toutes nos voix aux Rohingyas? On appellerait ça Love Army for Rohingya, et en fait on unirait toutes nos audiences. Cette voix, c'est celle de Jérôme Jarre. Entre 2013 et 2017, il est l'influenceur français le plus connu au monde avant de se lancer dans l'humanitaire avec son mouvement, la Love Army. Il y a 7 ans, il s'est mobilisé pour la cause méconnue des Rohingyas, cette minorité musulmane de Birmanie qui a subi un génocide. 1 million d'entre eux survivent dans des camps de réfugiés au Bangladesh, le pays voisin. Ouais, Jérôme, il se mobilise pas seul. Il a convaincu des amis créateurs comme John Rachid, Mr V, Seb Lafrit ou Natou, des stars aussi, DJ Snake et Omar Sy, d'aller au Bangladesh avec lui pour mettre un coup de projecteur en fait sur ce drame, faire des vidéos et récolter des fonds. Surtout, l'opération Love Army for Rohingya va lever 2 300 000 € grâce à des dons sur 2 cagnottes en ligne. Cette expérience d'opération humanitaire mondiale d'Internet, elle a été suivie à l'époque par le média en ligne Brut à travers la caméra de notre invité, le grand reporter Charles Villa. Bonjour Charles. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être là. On applaudit Charles Villa. On applaudit, oui. ce sont des applaudissements. Attendez, on parlait d'envoyé spécial de l'Extrême. Là, Absolument. on en a un. Là, on en a un. Et là, il fait le tour des plateaux pour la promo. Il préférerait être avec une caméra tranquille. C'est sûr. C'est pas bien, c'est un marathon. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, Merci. Charles, non seulement tu étais là-bas avec les Rohingyas, mais tu es aussi ici parce que tu sors un documentaire en 5 épisodes qui est produit par Brut et disponible sur Amazon Prime depuis hier, qui s'appelle Où es-tu Jérôme? Parce que Jérôme Jarre, malgré le succès du départ de l'opération en 2017, à partir de 2020, il disparaît quasiment totalement des radars. Aucun des influenceurs et des acteurs qui étaient avec lui au Bangladesh n'a de nouvelles, et il ne reste à ce moment-là que des questions. Où est passé tout cet argent des cagnottes? Quelles sont les avancées des projets? Et où es-tu Jérôme, d'où le nom du documentaire. Alors, avant de parler des promesses non tenues, des éventuels mensonges de Jérôme Jarre dans cette affaire et des dysfonctionnements de la Love Army, pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux rappeler en 2017 comment est-ce que Jérôme Jarre, qui a à peine 25 ans, est devenu une star internationale? Alors, juste avant, je vais faire une petite précision. Ils ont levé, avec les 2 cagnottes, plus de 4,3 millions. 4,3. Voilà, c'est ça. C'est la cagnotte française, enfin en tout cas qui s'est surtout déroulée en France. Qui est de 2 levé, 300 000. Ok, mais à l'échelle internationale, on est sur 4 millions 3. Plus de 4 millions, ouais. D'accord, autant pour moi.
D'accord. Et donc 4 millions sur deux cagnottes. Et donc comment est-ce qu'il est devenu à ce moment-là aussi connu ? Parce que en fait c'était un des plus gros Viners du monde. Vine, c'est un peu l'ancêtre de TikTok. C'est une application qui a disparu où on faisait des vidéos de 6 secondes et on pouvait swiper vers le haut pour passer d'une vidéo à une autre. Et voilà, c'était un des plus gros créateurs de la plateforme. C'était le français le plus connu dans le monde. Et quand il a amorcé sa transition vers l'humanitaire, il a utilisé cette notoriété et il s'est servi aussi de cette notoriété pour ramener plein de créateurs du monde entier. Il était ami avec des gros artistes américains, des acteurs. Il a réussi à emmener Omar Sy et DJ Snake au Bangladesh, mais sur d'autres missions, il avait mobilisé des acteurs comme Ben Stiller, etc. Donc c'était vraiment une superstar. Et d'ailleurs, c'est lui qui conseille beaucoup des influenceurs qui sont extrêmement connus aujourd'hui, comme Logan Paul et Jake Paul. Ouais. À l'époque, était sur Vine. Il est un peu leur agent, en fait. Ouais, c'était un peu leur manager. Il avait créé une agence où il mettait en relation les marques et les influenceurs. Donc c'était aussi un précurseur dans le monde de l'influence sur comment un créateur peut faire des placements de produits, peut faire du brand content et tout pour des marques. Et donc il avait un temps d'avance dans beaucoup de domaines. C'est ce que fait Queasy aujourd'hui par exemple. Oui, c'est ce que fait exactement. Il avait sa propre agence. Alors avant le Bangladesh et les Rohingyas, Jérôme Jarre, il avait déjà fait une opération humanitaire en Somalie, en mobilisant là pour le coup des stars américaines, notamment comme tu dis Ben Stiller. Il avait fait livrer de la nourriture par avion et ça avait été un succès. De mémoire d'humanitaire, c'était presque du jamais vu, un truc aussi rapide comme ça. Une levée de fonds aussi rapide sur internet, c'était la première fois. Ça c'était en 2016 ou 2017. C'est février 2017. Février 2017. Et alors on se dit que quand il lance l'opération Rohingya, Jérôme Jarre, il a une agence d'influenceurs, il a de l'argent, on se dit que il appelle tous ces gens, Omar Sy, DJ Snake, Mr V, on se dit qu'il est organisé, qu'il y a une équipe. Or, ce qu'on découvre dans ton doc, c'est que la Love Army for Rohingya, avec tous ces gens-là, ça démarre à l'arrache totale. Alors, ils vont pas là-bas complètement à l'arrache, dans le sens où ils ont quand même une grosse association, celle qui les a accompagnés en Somalie, derrière eux. Donc ils ont une structure qui va pouvoir les aider à implémenter des projets humanitaires. Par contre, ils arrivent dans le camp et il y a plein de problèmes parce que c'était pas la mission la mieux préparée. Et c'est quelque chose que faisait souvent Jérôme. En général, quelques semaines auparavant, il s'intéressait à un endroit et il y allait assez vite. Donc sur des terrains comme ça, comme la Somalie ou le Bangladesh, où il y a des graves crises humanitaires. La Somalie, c'est une zone de conflit qui est quand même extrêmement dangereuse. En général, c'est des choses qu'on prépare pendant des mois et il n'avait pas forcément cette patience-là. Alors concrètement, mais c'était peut-être un petit peu chaotique au début. Il faut reconnaître que sans la Love Army, je pense pas qu'on ait parlé des Rohingyas autant dans les médias à l'époque. On connaissait pas vraiment cette cause. Autant. Les médias en parlaient, mais c'est sûr que quand Omar Sy et DJ Snake et les plus gros youtubeurs sont arrivés là-bas, ça a tout de suite pris toute l'attention médiatique, effectivement. On l'a dit, donc des millions ont été récoltés. Toi, Charles, pour Brut, tu repars d'ailleurs quelques mois plus tard au Bangladesh pour faire un premier bilan. Ça a l'air formidable. Là, on est dans la première école qui a été financée par les dons. Il y a 100 enfants qui vont à l'école ici, 50 le matin et 50 l'après-midi. Projet d'école, projet de petit business même pour les Rohingyas sur place, ça ressemble à une masterclass. Qu'est-ce qui va ensuite poser problème ? À quel point toi qui étais là-bas, tu te dis attends, il y a un truc tout n'est pas tout rose. Alors moi, au début, je l'ai pas du tout vu, mais je pense que c'était pas à ce moment-là vraiment qu'il y a eu des problèmes, puisque au début, les premières semaines, ils ont cherché à comprendre comment ils allaient pouvoir dépenser l'argent. Donc ils ont lancé des petits projets, des initiatives. Ils ont vite repéré qu'il y avait des sujets où il y avait des gros besoins, comme la construction d'abris, la réparation de puits, et donc ils se sont attaqués un peu à des petits sujets comme ça. Et ils avaient d'autres petits projets comme la création de petits fours pour les maisons, etc. Il y avait des ateliers de couture, des choses comme ça. Donc voilà, ils cherchaient, ils tâtonnaient un peu jusqu'à qu'ils se décident à mettre la majorité de l'argent levé dans la construction d'abris. Et donc ils vont faire ça pendant toute la période de 2018. Et moi, c'est qu'en 2019 qu'un humanitaire notamment va m'alerter que c'est pas aussi beau que ce que raconte Jérôme, parce qu'en même temps qu'il faisait les projets, Jérôme communiquait sur les réseaux sociaux sur à quel point ça se passait bien et à quel point les projets étaient super. Ouais, il sortait des chiffres impressionnants. Voilà, exactement, dans des temps assez records. Et donc c'est après cette alerte et notamment après une conversation téléphonique que j'ai compris que il y avait peut-être des problèmes et après j'ai mis du temps à vraiment à la fois retourner dans le camp et avoir plus de sources, plus d'informations, mais c'est au fur et à mesure que j'ai compris qu'en fait oui, il y avait eu beaucoup de problèmes et que donc il y avait une partie de cet argent qui n'avait pas forcément été bien dépensé. Et d'ailleurs dans le documentaire on sent que toi en tant que journaliste il y a une espèce de culpabilité et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais la démarche de revenir sur cette histoire. Pourquoi tu te sens coupable ?
Je me sens pas vraiment coupable, c'est juste que moi la première année j'ai fait des reportages qui ont participé à donner une image positive de la Love Army, puisque ce que je voyais, ce qu'on me présentait, c'était positif. Après c'était très compliqué de vérifier toutes les coulisses du mouvement, puisque moi je venais par exemple 3-4 jours au Bangladesh pour filmer l'évolution des projets. Mais par exemple quand on t'annonce qu'il y a 3000 maisons qui ont été construites, en 4 jours tu peux pas vérifier 3000 maisons, il faut énormément de temps pour faire ça. Et c'est justement souvent comme ça que dans beaucoup d'enquêtes ça se passe, c'est que les gens qui travaillent sur le terrain deviennent lanceurs d'alerte s'il y a des problèmes, etc. Et moi, une fois que j'ai eu ces infos-là, c'est comme ça que j'ai tout de suite commencé à enquêter. Mais oui, je me sens pas coupable, mais je regrette de ne pas avoir vu certains mensonges qu'il a notamment prononcés devant ma caméra. Mais vu que j'étais pris dans cet élan de solidarité et du fait que on essayait de faire le bien, etc. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je suis passé à côté. Et c'est difficile, comme tu dis, quand on est sur le terrain, de prendre du recul à ce moment-là. Il faut du temps. Il y a beaucoup de journalistes. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Il y a beaucoup de journalistes qui sont aussi venus, qui ont fait d'autres reportages, qui ont parlé de ce mouvement et qui pouvaient pas être au courant et qui n'étaient pas au courant. Il y a notamment un moment dans la série documentaire avec une équipe de France 2, du journal du JT de France 2, où il va dire des mensonges qui vont aussi m'aider dans mon enquête pour comprendre pourquoi en fait il a peut-être menti à tout le monde pendant l'année 2018. On imagine évidemment que tu as essayé tu le dis dans le documentaire, Jérôme Jarre, le principal intéressé, tu as essayé de le contacter. Bien sûr. Tu l'as revu depuis ? Non, je ne l'ai pas revu. Évidemment, j'ai essayé plusieurs fois de le contacter, en plus dans une démarche plutôt bienveillante, puisqu'il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées que récemment, en fait, dans les derniers mois, et même dans les échanges de mails contradictoires que j'ai pu avoir avec lui, puisqu'il ne voulait pas être filmé, mais du coup moi je suis quand même obligé de lui envoyer des questions et il y en a certaines auxquelles il a répondu et d'autres non. Mais voilà, il y a quelques mois quand j'ai commencé cette enquête, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et en vrai moi ça m'aurait fait... j'aurais trouvé ça tellement intéressant que lui vienne devant ma caméra pour dire ce qui a été difficile et pas rester dans cette posture de tout s'est très bien passé, on est super fiers, etc. du bilan. Parce qu'il y a des projets qui se sont bien passés, mais il y a beaucoup de projets qui se sont pas bien déroulés et c'était important de le raconter parce que c'est comme aussi de ces erreurs-là qu'on apprend et qu'on permet de faire les choses mieux. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, tu dis il y a eu des mensonges, des choses qui se sont mal déroulées, de l'argent qui a été mal utilisé, sans spoiler tout le documentaire, mais pour voilà, est-ce que Jérôme Jarre, c'est Dylan Thierry qui a volé de l'argent ? Est-ce qu'il a utilisé de l'argent pour des projets inutiles ? Ou est-ce que c'est un type qui s'est laissé dépasser par un projet trop grand pour lui ? Est-ce que tu peux expliquer vraiment ? Alors la série documentaire ne raconte pas l'histoire d'un escroc, concrètement. L'argent qui a été levé a été dépensé, a été donné à des associations. Mais après, c'est toute la gestion de cet argent, que ce soit avec les associations locales ou dans des décisions qu'a pu prendre Jérôme, qui se sont révélées pas forcément bonnes, voire parfois mauvaises pour le développement de ces projets-là. Exemple, quand tu parlais des maisons, concrètement, il y a eu une association. Il y a une association qui a fait des maisons qui étaient défectueuses à plein d'égards. Il y a des centaines et des centaines de vidéos de Rohingyas qui se plaignent du partenariat qu'il avait avec cette association. Et après, il y a un peu plus de détails parce que vraiment le gros projet, ça a été la construction d'abris avec 2 associations différentes. L'association la première est aussi accusée d'avoir parfois peut-être revendu certains de leurs abris à d'autres associations, c'est-à-dire ils construisaient un abri pour la Love Army, mais ils mettaient des pancartes pour d'autres associations, peut-être pour leur dire on a aussi construit pour vous cet abri, donc ça coûte tant. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on raconte dans ce documentaire-là, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ouais, c'est ça, là on n'a pas le temps, on va pas aller sur ce terrain, mais ce qui met en lumière aussi beaucoup ton documentaire, en tout cas cette série documentaire, c'est que c'est quand même un sacré bordel, quelque part, l'humanitaire, et que c'est normal aussi de se planter et qu'il faut prendre du recul comme toi tu as pu le faire pour savoir comment s'y prendre mieux par la suite parce que c'est compliqué de débarquer quelque part, de pas connaître comment ça se passe, de pas connaître les règles et d'essayer d'aider les gens en fait. Exactement, surtout dans ces zones-là et c'est aussi pour ça que dans la fin du docu, le dernier épisode, on parle beaucoup avec les créateurs des leçons à tirer de ce qui s'est passé là-bas, de cette mission, on parle beaucoup
beaucoup des Rohingyas, parce que eux, ils sont toujours dans une situation extrêmement compliquée, ils sont toujours apatrides, etc. Donc c'était important qu'on donne de la place aux Rohingyas qui ont participé à la Love Army, qui se sont sentis un peu abandonnés quand cette mission s'est terminée. Et en vrai, moi, je voulais que ça soit aussi un outil pédagogique pour comprendre qu'est-ce que c'est que de faire de l'humanitaire, que la temporalité des réseaux sociaux ne peut pas du tout être la même que celle de l'humanitaire. L'humanitaire, c'est du temps long. Il faut un réfugié reste en moyenne 17 ans dans un camp. Donc, on peut pas venir et faire des actions très ponctuelles et surtout faire des promesses aux Rohingyas qu'on va peut-être changer leur vie, qu'on va révolutionner le monde humanitaire. Ce sont des gens qui sont dans des situations déjà extrêmement fragiles, qui ont vécu des traumatismes très graves. Et dans le monde humanitaire, il y a une règle qu'on appelle le do no harm, c'est-à-dire ne pas faire plus de mal que ce que les réfugiés, les victimes de traumatismes et de crises humanitaires ont déjà vécu. C'est une règle. Et donc, toute action humanitaire, il faut qu'elle soit pensée pour qu'on ne fasse pas plus de mal. Et si on sait qu'on n'aura pas les compétences ou la capacité de développer parfaitement des projets, même si ça peut jamais être parfait, c'est des zones où c'est tellement compliqué, mais si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, vaut mieux peut-être s'abstenir. Donc c'est aussi ça un peu une des leçons qu'on voulait donner. Et quelque part aussi, je pense que, je sais que toi tu as vu le documentaire et je sais pas si c'est le ressenti que vous avez eu, mais j'ai pas voulu donner non plus une leçon à Jérôme et à l'action de la Love Army, pas du tout. J'ai voulu montrer que c'est aussi très difficile d'agir dans ces zones-là, parce que ce sont des zones de conflit, parce que c'est des zones dangereuses, il faut des autorisations extrêmement compliquées, les gouvernements changent, donc ça peut évoluer énormément. La situation des Rohingyas, je le répète, est extrêmement compliquée, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de sortir du camp. Donc voilà, c'est même pour des très grosses ONG internationales qui font du super taf sur le terrain, comme Médecins sans frontières et d'autres, c'est très difficile de travailler sur le terrain, là-bas. Donc voilà, ça a annoncé quand même beaucoup de choses, que peut-être la Love Army, qui n'avait pas forcément une grosse expérience, aurait des difficultés, et que c'était normal. Et je pense, je terminerai là-dessus, désolé, c'est un peu long, mais je pense qu'en vrai, si Jérôme, en 2018, dès le début où il commence à avoir des difficultés, il se rend compte que les associations font pas forcément le taf à la hauteur de ses espérances, il en aurait tout de suite parlé. Et je pense que lui, il a eu peur de le dire, parce qu'il disait qu'il allait révolutionner le monde humanitaire. Je pense qu'il a eu peur de se prendre un peu un contre-coup dans la tête. Créer le Uber de l'humanitaire, c'est ça son ambition. Il y a un peu une crise d'ego aussi de ce côté. Sûrement, mais en tout cas, je pense que vraiment, s'il avait pris la parole tout de suite pour dire aux gens qui le suivaient vraiment et qui aimaient beaucoup sa personnalité, il disait qu'il allait faire preuve de transparence. S'il avait fait preuve de cette transparence, personne lui en aurait voulu. En fait, qu'il y ait des problèmes, des difficultés, c'est complètement normal. Et du coup, ils auraient pu réadapter aussi en fonction des retours des gens qui ont donné, des gens qui suivaient cette action. Donc je pense qu'il s'est enfermé dans beaucoup de mensonges, et c'est ça qui l'a empêché en fait de dire la vérité. Alors justement, Jérôme Jarre, il s'est pas exprimé à l'époque, il s'est très peu exprimé depuis, il n'a pas voulu parler dans ton documentaire, mais depuis la sortie du documentaire et de la bande-annonce, il s'est exprimé, il a même voulu répondre. On va te poser des questions là-dessus et on passera au radar de Tasio. Restez bien avec nous, on est avec Charles Villa, qui est réalisateur du très bon documentaire en 5 parties sur Amazon qui s'appelle Où es-tu Jérôme. De retour dans le réseau avec Charles Villa, grand reporter, réalisateur du docu Où es-tu Jérôme, et aussi danseur sur le jingle, il est en train de danser. De bon matin. Où es-tu Jérôme, c'est le documentaire en 5 parties sur Amazon sur les zones d'ombre de l'opération Love Army Rohingya organisée par Jérôme Jarre en 2017. On a parlé du contenu en première partie, passons maintenant un peu à la réception du documentaire, parce que depuis la bande-annonce il y a 2 jours, sur les réseaux, ça fait déjà beaucoup parler. Ouais, Jérôme Jarre, il ne t'a contacté que par mail pour le doc, Charles, mais il a répondu hier à une chronique de France Culture sur ta série, en disant qu'il n'était pas d'accord, que la bande-annonce le fait passer pour un escroc, alors que c'est faux, et qu'en gros, il est facile de critiquer alors que lui, il a fait les choses et que les autres non. Qu'est-ce que tu veux lui dire, toi, à Jérôme ? Après, la bande-annonce, c'est en fait ce qui a fait que les gens se sont dit que c'était mal présenté, c'est qu'en fait, le youtubeur Le Grand JD termine la bande-annonce en disant qu'il ne sait pas exactement comment l'argent a été dépensé. Et c'est une question à laquelle on répond dans le documentaire.
Donc les gens qui ont reçu ça comme ça sont souvent c'est des fans de Jérôme qui n'ont pas vu le docu. Donc ceux qui ont vu le docu hier par exemple, les retours sont déjà plutôt positifs, enfin même très bons, et ils ont compris que cette histoire était plus complexe que ce que Jérôme avait bien voulu raconter. Après sur le droit de réponse qu'il a fait à la chronique de France Culture, je vous invite à voir le documentaire, puisque en fait ça répond exactement, c'est le même discours que ce qu'il raconte sur ses réseaux sociaux depuis 7 ans, et nous on a cherché à déconstruire ce discours-là et à débunker ces mensonges, donc voilà, tout est dans le docu. D'ailleurs personnellement moi je suis assez choqué de voir les réactions des gens sur les réseaux. J'ai vu un thread notamment qui était intitulé « Pourquoi il ne faut pas regarder ce documentaire ?» et je me suis dit mais les gens vont loin quand même. Est-ce que tu peux nous dire toi pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce documentaire justement ? Parce que ça raconte vraiment exactement comment se sont déroulés les projets, et c'est pas que moi qui le raconte, c'est les humanitaires qui ont fait ces projets sur le terrain. Il y a les Rohingyas qui ont travaillé avec Jérôme, qui ont vraiment servi de point d'entrée à toute cette mission et de point de contact avec la population Rohingya qui témoigne. Il y a l'humanitaire qui s'est chargé de contrôler tous les projets, donc il y avait énormément d'informations sur le déroulé exact de cette mission. Et puis moi je suis retourné sur le terrain, en fait j'y suis retourné en 2023, je suis allé interroger beaucoup de Rohingyas qui étaient pas contents et très déçus. Donc voilà, c'est ça que ça raconte. Donc ça raconte l'exactitude de comment ça s'est passé. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a toujours les deux mêmes arguments pour eux qui reviennent. C'est en mode, ils voulaient faire le bien et du coup, on doit l'excuser. Et deux, il y a un bilan. Et ce bilan, justement, on en parle un peu dans le documentaire. Tu peux nous en dire deux mots ? Non, mais juste sur ça, évidemment qu'on peut pas lui enlever d'avoir essayé de se bouger, etc. Encore une fois, il y a quand même, la série fait 5 épisodes, il y a 3 épisodes qui raconte l'ascension de Jérôme, qui raconte sa reconversion dans l'humanitaire, qui raconte la mission pour lever les fonds, pour mettre la lumière sur les Rohingyas, et c'est un énorme succès international. Donc ça, on le raconte très bien. C'est juste à partir du 4, on commence à débunker tout ce qui a pu être raconté à partir du moment où ils ont commencer à faire les projets. Donc en vrai, moi je lui jette pas la pierre de bout en bout, pas du tout. Et même à partir du moment où on commence à débunker les mensonges, on rappelle que c'était un des mecs, un grand précurseur des réseaux sociaux, un des mecs les plus connus. Donc on connaît aujourd'hui l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, à quel point c'est extrêmement difficile pour un être humain de 27 ans d'être une superstar internationale qui a suffisamment de pouvoir pour mobiliser les gens les plus puissants de ce monde, pour interpeller des présidents sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on parle aussi un peu de mégalomanie dans l'épisode 4 et 5. Donc voilà, ça raconte tout ça, mais c'est surtout pour donner du contexte à ce qui a pu lui arriver aussi à lui-même. Donc voilà, on n'est pas le documentaire est pas là pour l'enfoncer jusqu'au bout, pas du tout. Est-ce que en fait la prochaine étape, c'est pas juste qu'il parle en fait? Viens parler, Jérôme Jarre, viens ici. Évidemment. Avec Charles et venez. Moi je trouverais ça super. Viens parler, viens raconter non pas ta version, mais comment t'as vécu toi, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, personne ne va se dire d'accord, t'as eu des difficultés pour sauver un camp de réfugiés d'un million de personnes. Je pense qu'il n'y a aucune autocritique de sa part en fait. C'est ça. Zéro. Faut voir, moi je vais pas mettre des mots dans sa bouche parce que je communique pas avec lui. J'espère qu'en voyant le documentaire, ça va lui donner envie de prendre la parole. Je pense qu'il prendra la parole. Donc j'écouterai attentivement ce qu'il a à dire. J'espère qu'il reviendra sur tout ce qu'on a pu nous trouver et les informations qu'on a pu donner. J'espère qu'il reconnaîtra tous ces mensonges-là parce qu'ils sont très factuels. Et ils vont être difficiles à lui de contourner. Et après, s'il attaque le documentaire, évidemment qu'on devra répondre parce que la réalité, c'est qu'il y a ces 3 heures de film, mais évidemment qu'on peut pas tout mettre dans un documentaire parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de messages, il y a tellement de choses qu'on a trouvées que et on n'est pas revenu sur toutes les missions non plus. Donc s'il répond, moi j'attends avec hâte qu'il prenne la parole et puis on verra si nous on doit apporter une réponse à son retour. Moi je propose que vous vous retrouviez tous les deux ici, puis on parlera. Avec on plaisir. fera des trucs. Moi ça me ferait très plaisir d'échanger avec lui. L'invitation est lancée. Jérôme Jarre, viens donc dans Réseau. D'ici là, juste avant qu'il arrive, il va pas arriver tout de suite, on va passer au radar de Tazio. Réseau. Toute l'actu d'Internet. Guéran, Laurence et Tazio. Charles, Tazio est ici, il a repéré des contenus en sous-marin un peu sur les réseaux. Il va te demander ton avis dessus. C'est le radar de Taziar. Premier contenu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous emmène avec Zerator et Dash, les 2 organisateurs du marathon caritatif en live sur Twitch Z Event.
Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est pas une de tes vidéos sur Brut, mais sur ta chaîne YouTube personnelle. Ouais. Du coup, moi je me demandais pourquoi avoir ses propres canaux quand on bosse comme toi dans un tel média comme Brut. Bah, en fait, moi sur ma chaîne, ça me permet sur mon temps libre de faire des choses que soit j'ai pas le temps chez Brut parce que là typiquement pendant presque un an j'ai bossé sur la série Love Army et je voulais quand même continuer à produire des choses sur mon temps libre quand j'avais un peu de temps sur ma chaîne YouTube et donc voilà, c'est principalement pour ça. Après je produis très peu parce que j'ai pas beaucoup de temps, tu vois, je pense sur les 8 derniers mois j'ai dû produire 6 ou 7 vidéos. Mais dès que je peux, après là, du coup, j'ai fini la série documentaire, donc je vais retravailler sur la chaîne YouTube de Brut. Donc je vais pas avoir beaucoup de temps pour la mienne, malheureusement. Mais j'ai cette liberté-là chez Brut qui est vraiment incroyable, c'est que je peux faire un peu ce que je veux, traiter les thématiques que je veux, et en même temps, j'ai cette liberté-là quand j'ai le temps de pouvoir créer sur ma chaîne YouTube. Ok, super. Second extrait d'une vidéo sur le conflit ukrainien que l'on peut aussi retrouver sur ta chaîne. Là, c'est un soldat qui a été stabilisé sur la ligne de front, mais il est en urgence vitale absolue. Il faut qu'il l'amène le plus vite possible à l'hôpital pour qu'il soit opéré. En regardant tes contenus, moi je me demande une chose un peu constamment, c'est comment est-ce que toi tu fais pour choisir tes combats, les lieux sur lesquels tu as envie de te rendre, et surtout à l'inverse, en parallèle, qu'est-ce qui peut te pousser toi à ne pas te rendre quelque part en particulier ? Ouais, c'est une vaste question, hein, mais en gros, moi, les zones où je vais, c'est les zones sur lesquelles j'ai envie de voir de l'information et de voir du contenu vidéo dédié sur YouTube. Tout ce que je crée sur YouTube, c'est en fait ce que j'aimerais voir sur YouTube et qui n'existe pas souvent. Donc, en vrai, couvrir la ligne de front en Ukraine, tous les médias le font, que ce soit en news, en documentaire, etc. Il n'y a rien de très spécifique là-dedans et de très exclusif, mais par contre les formats que je produis, la manière dont je raconte ces histoires-là, c'est très adapté à YouTube et je suis un des seuls en France à le faire comme ça. Donc souvent l'Ukraine c'est une zone dans laquelle j'aime aller pour faire de l'information parce que c'est un sujet très important pour moi, et sinon je travaille principalement au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne sur les crises humanitaires parce que je trouve que c'est un peu un angle mort de l'actualité. Ça veut pas dire que les médias n'en parlent pas, il y a plein de médias qui en parlent, mais c'est pas forcément les plus regardés et c'est pas forcément les contenus les plus poussés sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi, c'est important pour moi de le faire parce que c'est les sujets qui m'intéressent le plus dans mon métier et qui sont les plus importants à mes yeux. Ok, super. Et enfin, pour conclure, on va écouter une partie du discours de la réalisatrice Kauter Benania lors de sa remise du César du meilleur documentaire. Elle mentionne notamment ce qui se passe à Gaza. Personne ne peut dire je ne le savais pas. C'est le premier massacre en live stream, en direct, sur nos téléphones. Nous le savons et il faut que ça s'arrête. Ce que Kauter Benania, elle exprime ici notamment, c'est la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour diffuser des images sur les grands conflits de notre ère. Tu as récemment, toi, sorti une vidéo sur la Palestine et les massacres de l'armée israélienne. Ouais. Et à l'inverse, tu as été vraiment inquiété par la baisse de visibilité qu'allaient lui infliger les algorithmes. Qu'est-ce que ça raconte selon toi de toute la puissance que les réseaux peuvent avoir sur les contenus qui sont publiés sur la plateforme ? Alors en vrai c'est très spécifique parce que cette vidéo elle est extrêmement dure à regarder, hein. C'est une compilation de crimes de guerre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, donc c'est des bombardements, on voit des images très difficiles, des victimes, des enfants, etc. Et en fait donc j'ai eu un souci de visibilité sur YouTube parce que sur YouTube la vidéo a été mise en moins de 18 ans, ce qui n'est pas complètement anormal parce que en vrai la vidéo est extrêmement dure à regarder et ils veulent protéger. Il y a beaucoup de jeunes, voire très jeunes, qui sont sur YouTube. Donc ça, je leur jette pas la pierre. Le problème de leur moins de 18 ans, c'est que c'est un outil très complexe dans YouTube où il faut se connecter à un compte Gmail, il faut vérifier son identité. C'est pas une simple vérification. Oui, j'ai bien 18 ans. Donc j'ai eu ce problème de visibilité là, mais on a la chance d'avoir d'autres réseaux. Je l'ai tout de suite posté sur Twitter en intégrale et la vidéo a été extrêmement partagée. Je crois qu'elle a fait plus de 700 000 vues en quelques jours. Donc voilà, j'ai cette option-là aussi, mais c'est vrai que en fait, si je veux montrer la réalité crue sur YouTube, je suis obligé de faire attention aux images que je mets. Et il y a certains moments où je fais le choix de ne pas faire ça parce que je trouve que c'est trop important de montrer la réalité crue de ces images. Après, ça peut desservir la visibilité de mon contenu. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, qui est pas facile, mais en vrai, je jette pas trop la pierre à YouTube parce que si je veux que ce sujet soit vu, que la documentation de tous ces crimes de guerre soit visible, je peux enlever certaines images. Mais typiquement sur ce conflit-là, vu ce qui se passe, vu l'ampleur du massacre qui est sans précédent dans l'histoire récente, c'est important pour moi que ces images existent
sans être auto-censuré en fait. En tout cas, tu te sens jamais brimé par la modération que peut exercer les plateformes. Non, Ok. pas du tout, mais voilà, c'est juste un jeu d'équilibre. Et en vrai, voilà, j'ai cette option, si je veux, je peux la poster ailleurs, je peux la rendre visible d'une autre manière, je pourrais la mettre sur un site internet et dire aux gens, vous pouvez la voir. C'est toujours possible. C'est juste, il y a des outils pour pas que les jeunes voient des choses trop choquantes sur YouTube, qui sont pas complètement anormaux, qui sont, je pense, trop poussés, notamment pour le contenu d'information sur ces zones-là. Et en vrai, j'en discute beaucoup avec eux. Mais voilà, c'est pas facile de bosser sur ces sujets-là, peu importe la plateforme. Au moins, merci. toi, t'arrives à discuter avec YouTube. Parce que Oui. tu discutes pas avec grand monde. Merci beaucoup, Charles. Merci les gars de m'avoir reçu. Réseau. Je le rappelle, nous étions avec Charles Villa qui a réalisé le documentaire Où es-tu, Jérôme? Alors, on dit beaucoup son nom, mais évidemment, tu n'étais pas seul. Tu n'as pas fait ce documentaire tout seul. Évidemment, alors c'est un énorme travail d'équipe, hein, on va pas se mentir, il y a même toute une partie du documentaire qui touche au montage, à la post-prod, où j'ai pas été le plus présent. Donc évidemment, c'est un énorme travail collectif. Je sais pas si je peux donner des noms ou c'est juste... Donne quelques noms, vas-y. Alors, je remercie évidemment Nicolas Dumont, qui est le directeur artistique et le chef monteur qui a réalisé cette série, Mathias Silion et Karim Landansky, qui sont les directeurs éditoriaux de cette série et qui m'ont accompagné pour raconter cette histoire. Il y a Élie Dupont, Éric Jacquemin qui ont monté tous les épisodes et qui ont fait un travail formidable. Il y a la prod, Marion Menu, il y a la post-production, Emma Rage et Arthur Bonetto, il y a le graphe, Guillaume Godard, etc. Là, on va je suis désolé. arriver au mec qui remplit la machine à café. C'est important J'adore. aussi. J'allais dire, Guérin, il te regarde un peu comme les gens, le public au César qui dit quand est-ce que ça va. Non mais en vrai, c'est parce qu'en plus j'incarne cette série et mon travail est extrêmement visible, mon visage est visible, mais tout ça n'existerait pas sans eux, donc je leur dois énormément. C'est important de remercier les équipes. D'ailleurs, je remercie Félix Pérez à la réalisation de cette émission.